Je me suis dit en préparant et en pensant à cet anniversaire que nous célébrons maintenant depuis 16 ans, que voilà, il va falloir que je redise la même chose que ce que nous disons depuis 16 ans. Et puis en fait, je me suis dit, mais pourtant, l'ennui c'est qu'on répète aussi les mêmes erreurs sur Beslan depuis 16 ans et qu'il faut encore mettre les choses au point. Parce que le massacre de Beslan, c'est 335 morts, dont 186 enfants en bas âge et des centaines d'invalides et traumatisés à vie, avant même d'avoir pu profiter d'une enfance insouciante. Et pourtant, la monstruosité des actes perpétrés échappe parfois à la plupart des lecteurs et des téléspectateurs ouest-européens qui ont eu souvent de l'événement une description marquée au sceau de la guerre froide et d'objectifs géopolitiques rarement avoués, parce qu'il faut bien le dire, peu avouables. L'hostilité des comptes rendus est rendue évidente par l'usage de références différentes à celles qui auraient été appliquées pour un acte semblable chez nous, et une complaisance, parfois non dissimulée, pour les preneurs d'otages. La réalité des faits a aussi souffert de dissimulation et maladresse des autorités russes locales, et même fédérales, et elle n'a fait qu'alimenter une méfiance compréhensible des journalistes, russes et étrangers, et parfois des victimes survivantes. D'où la nécessité de rappeler certains faits et certains traitements de ces faits. Le 1er septembre 2004, donc, les enfants endimanchés, qui ont la chance d'être scolarisés à l'école numéro 1, parce que c'est la meilleure de Beslan, se rangent dans la cour avant de se retrouver ou retrouver leur maître, le plus souvent leur maîtresse, respectifs pour la cérémonie de rentrée. Les bandits, comme les appellent les enfants, et nous avons eu l'occasion avec Henri-Paul Falavignat de recueillir leurs témoignages quelques années après l'acte terroriste. Donc les bandits, barbus et armés jusqu'aux dents, ont tiré dès le début. Ils sont arrivés par l'autre côté de l'école, du côté de la voie ferrée, et comme disait un des enfants, au début on a cru à une mascarade pour fêter la rentrée. C'est le petit Grégory, que vous allez voir maintenant en adulte, et que l'association de Henri-Paul, la nôtre, a pu aider notamment à faire des études de médecine, et il est aujourd'hui médecin. Les photos de beaucoup des enfants sont maintenant sur les murs que vous avez pu voir dans le film. Au début de l'arrivée de ces bandits, qui font entrer tout le monde dans le gymnase, et ça fait plus d'1 millier de personnes, 1128 exactement, un homme tente de calmer la foule. Il parle d'abord en russe, puis en ossète. « Calmez-vous, il ne vous arrivera rien, dit-il. » Le calme se fait peu à peu. Et là, le chef des bandits lui demande « Tu as fini ?» Les autres l'appellent le colonel, ce chef. Un grand costaud à la barbe noire, foisonnante, au petit chapeau rond sur le crâne. « Oui, répond l'homme simplement. » Avant de s'effondrer, tué à bout portant, devant tous les enfants, par un coup de feu dans la tête par le colonel. Comme ça, devant les mômes de 2 ou 3 ans venus accompagner leur grand frère ou sœur de 6 ou 7 ans qui entraient en classe pour la première fois. Autour de l'école, qui occupe un périmètre important et par ailleurs intégré dans le tissu urbain des 2 côtés, un cordon de police est mis en place tant bien que mal. La surprise est totale, les autorités locales sont totalement dépassées, selon les journalistes locaux que j'ai interrogés moi peu après. Des femmes policiers cherchent à établir qui manque
Combien il y a d'otages? Des appels à venir signaler les manquants sont lancés. Des policiers visitent les familles recensées dans les listes de visites médicales supposées obligatoires au moment de l'inscription. Les autres listes sont dans l'école. On ne veut pas donc les avoir. On essaye d'établir un contact avec les assaillants. Des coups de feu ont été entendus. Et on craint le pire. Cette question du nombre des terroristes est aussi dans la polémique, parfois indécente d'ailleurs, qui entoure le drame. Les autorités locales ont assez vite annoncé que le nombre de personnes retenues était de 354. C'est pour le moins que le début du décompte, mais malheureusement les officiels se sont tenus à ce chiffre sans vouloir le changer. Selon les journalistes locaux, il était évident au soir même du premier jour que ce nombre était sous-estimé. Même un représentant du MVD, le ministère de l'Intérieur, est arrivé à un chiffre de près de 900. Mais voilà, disent les mêmes journalistes, on ne savait pas ce qui valait mieux, dire un nombre effrayant, plus proche de la réalité, et risquer ainsi d'encourager les terroristes, ou accepter la minimisation officielle. Le même dilemme occupait évidemment les fonctionnaires locaux, qui avaient en plus la crainte de provoquer la ire de Moscou. En fait, disent aujourd'hui les journalistes et fonctionnaires locaux, c'était une erreur sur toute la ligne. Les terroristes, en entendant le nombre de 354, ont annoncé aux otages que puisque c'était comme ça, ils ne laisseraient sortir que 354 personnes et qu'ils tueraient tous les autres. 1180, je vous rappelle. Ils en ont profité pour dire aux otages « Vous voyez que vos autorités se moquent de vous et de votre vie. » Bref, on soigne le syndrome de Stockholm et, la panique du moment aidant, les otages y ont cru. D'autant plus que la population de l'ex-URSS est volontiers méfiante à l'égard du pouvoir quel qu'il soit, et on a retrouvé de tels témoignages dans la presse russe après le dénouement du drame, qui ont évidemment été beaucoup repris dans la presse occidentale. Parmi les preneurs d'otages, il y avait aussi 2 femmes, dont on parle peu. Selon tous les témoignages recueillis, elles étaient là pourtant. Des documentaires à la télévision russe en ont fait état. Dans la presse occidentale, on en fait rarement état. Selon les témoignages recueillis auprès des rescapés, elles étaient habillées en noir, à l'iranienne, bardées de grenades et de fils reliés à des explosifs. Elles ont disparu dès le premier soir, exposées au sens propre du terme, explosées, parce que le colonel, selon certains otages, a décidé de les faire exploser parce qu'elles s'opposaient au traitement qu'il faisait subir aux enfants. Pour l'instant, aucune revendication n'arrive. Contrairement à ce qu'on lit parfois, à ce que vous pouvez voir dans un film que vous avez sur Internet et qui est recommandé par le journal Le Monde et qui, sur toute la ligne, est une caricature de la façon dont la presse occidentale hostile peut présenter les victimes de Beslan. Il n'y avait pas de revendication au début et ça a été assez difficile d'en obtenir. Un député qui était sur place, Dimitri Rogozine, qui était ministre après, qui s'est retrouvé sur place, s'est rendu à Beslan dès qu'il a appris la prise d'otage. Le reste des contacts entre les autorités et les terroristes se sont faits par téléphone. Les terroristes ont du reste menacé de tuer les otages si leur téléphone venait à être coupé. Ils avaient par ailleurs installé une radio et une télévision dans un couloir au premier étage pour suivre les événements et ce qui était dit sur eux. Les journalistes locaux avouent avoir été paniqués par cette situation dès qu'elle leur a été connue, car ils n'avaient aucune idée de ce qu'on pouvait dire ou non pour ne pas faire le jeu des terroristes. Ça, c'est notre grand problème à nos journalistes quand on se retrouve dans ce genre de situation. Et il faut quand même remplir la mission d'information, et ils tenaient sincèrement à la remplir, ces journalistes locaux, malgré les obstacles et malgré les autorités tout aussi perdues
au moins au début. L'exigence suivante des preneurs d'otages a été plus tragique. Retirer les francs-tireurs, a exigé le colonel, en faisant monter à l'étage une vingtaine de pères pris en otage et en les plaçant devant les fenêtres en bouclier humain. Après une hésitation qui a permis à certains hommes d'échapper à la mort en étant autorisés à redescendre, les bandits assassinent plus une douzaine d'otages devant les fenêtres. Ils en avaient déjà assassiné dans la salle en bas, et parmi les otages qu'on a placés devant les fenêtres, les pères des enfants, il y en avait qui devaient transporter les cadavres de ceux qui avaient été tués en bas, en haut, pour pouvoir les précipiter du premier étage dans la cour, mais à la vue de tout le préau. Quand on a dit que les victimes n'étaient dues qu'à l'assaut des troupes russes, comme vous le lisez dans toute la presse occidentale, vous voyez à quel point c'est faux. Le lendemain, donc, les cadavres sont jetés par les fenêtres au sol, devant l'école. Les pères qui ont transporté les cadavres sont tués, on leur a attribué des numéros, et ils sont assassinés et on les précipite en bas. Quelques-uns ont pu sauter. Il y a un témoignage en ce sens que vous allez pouvoir voir dans un documentaire qui va passer après-demain sur la télévision Plein État, où il y a quelques révélations que moi-même, qui pourtant connais assez bien le dossier, je ne connaissais pas. Les cadavres resteront à la vue de tous en plein soleil. En tout, 21 cadavres, dont un terroriste. Ce dernier, il a soit été tué au moment de l'assaut contre l'école, soit plus probablement, c'était le mari d'une des deux femmes qui ont été explosées. En dehors de la monstruosité que représentent ces cadavres livrés à la décomposition et au regard du millier d'enfants otages dans le gymnase, devant lequel ils ont été jetés, ces corps vont jouer un rôle important au moment du dénouement tragique. Ils feront l'objet d'âpres négociations entre le docteur Léonide Rochal, pédiatre sans frontières, arrivé dès le premier soir, et les preneurs d'otages. Rochal demandait l'autorisation de retirer les cadavres. C'était l'essentiel de ces négociations. Les terroristes ont fini par accepter. 4 hommes du ministère des situations d'urgence ont été envoyés pour le faire. L'un des corps, celui du terroriste, a été emmené à l'intérieur à la demande des occupants. Peu après, l'explosion fatale a résonné. Il était 13h, 3e jour. On ne sait toujours pas exactement comment elle a été provoquée. Dans le documentaire auquel j'ai fait allusion, vous verrez dans 2 jours, il est dit que 2 terroristes se sont disputés, que l'un d'eux a tiré et que cette balle a atteint le ballon d'explosif qui était suspendu à un panneau de basketball. Et effectivement, les enfants qu'on a pu interroger nous ont dit que c'était les explosifs du panneau de basket qui ont explosé. Eux, c'est ce qu'ils ont entendu. En tout cas, il n'y a pas eu d'assaut programmé et organisé de type Antebé ou même Dubrovka à Moscou. On a parlé tout à l'heure, M. Kadeshev. Pas du tout. Après l'explosion qui a fait exploser des fenêtres et un pan de mur, les enfants fuient du préau fatidique en direction d'un robinet d'eau, qui fuit d'ailleurs. Il fait chaud, et les terroristes les ont empêchés de boire depuis des heures. Les terroristes tirent dans le dos des enfants. Des policiers et des militaires, accourus à cause de l'explosion, se précipitent pour aider les enfants qui fuient. C'est ça les images que vous voyez souvent et qu'on vous présente comme un assaut. La plupart n'ont même pas de gilet pare-balles. C'est impensable dans le cas d'un assaut organisé. Ce n'est pas un assaut, comme le prétendent malheureusement les gazettes occidentales. Et en reprenant chaque année, sans réfléchir, ni vérifier les backgrounds, ce qu'on appelle nous les backgrounds de l'année précédente.
Les combats n'ont eu lieu qu'après. Selon les témoignages des membres des commandos Alpha et Wimpel, qui sont intervenus justement, l'ordre d'intervenir n'a été donné que 26 minutes après l'explosion, quand déjà plusieurs soldats ont été tués par les terroristes et des enfants ont été tués puisqu'ils se sont fait tirer dans le dos quand ils allaient essayer de boire au robinet. Les échanges de tirs, y compris le véhicule blindé, n'ont eu lieu qu'après, jusque tard dans l'après-midi, parce qu'il y en avait pas mal de terroristes, au moins 32. C'est en se référant à ces images de combat que la presse occidentale accuse les victimes, et bien sûr le président Vladimir Poutine, d'être responsable des morts de cet acte terroriste monstrueux qui a ouvert le siècle. Je vous citerai quelques-uns des témoignages justement sur l'affaire, notamment le docteur Rochal, dont on a parlé tout à l'heure et qui a été un de ceux qui ont négocié. Ce que dit le docteur Rochal, qui est venu à Paris 2 mois, je crois, après Beslan, et que Serge Parinov, ici présent, a traduit pour une rencontre avec des journalistes occidentaux, qui auraient donc pu tenir compte au moins d'une source qui ne leur disait pas exactement la même chose que ce qu'ils avaient pu lire par ailleurs. À Beslan, dit le docteur Rochal, des instructions interdisaient aux forces de sécurité toute initiative armée. En fait, d'après les témoignages des membres des commandos, c'est vrai qu'ils préparaient un assaut. Mais au moment où s'est produite l'explosion, l'assaut n'était pas prêt et il n'en était qu'à des considérations tactiques et il n'y était pas prêt du tout. Dr Rochal dit « comportement incorrect des journalistes occidentaux. Ils inventent la thèse d'un assaut pour nuire à la Russie, pour transformer les victimes en coupables. Des morts à la suite d'un assaut de l'armée russe. C'est bien la répétition d'une fausse information. Je suis un homme libre, dit Rochal. J'apprécie la liberté et je dis toujours ce que je pense. Je voudrais parler des journalistes occidentaux. Ils ont le droit de transmettre les informations qu'ils reçoivent, mais pas des jugements incorrects sur Beslan. Quand ils affirment que les morts de Beslan sont le résultat d'un assaut mal préparé et qu'il n'y a pas eu de négociation avec les terroristes, ce n'est pas vrai. Leur méfiance est une insulte. Ce sont des gens malsains qui refusent de voir la vérité. Pendant 3 jours, j'ai négocié la récupération des 21 cadavres des otages assassinés le premier jour et jetés par les fenêtres. L'ordre a été donné aux forces de sécurité de ne jamais ouvrir le feu parce que les terroristes avaient informé de l'assassinat de 40 otages pour un terroriste tué. Parce que les familles s'opposaient à une intervention armée et prévoyaient de s'interposer avec des drapeaux blancs pour protéger leurs enfants. Parce que les autorités craignaient une provocation. Le 3e jour des négociations, j'ai pu obtenir que 4 hommes sans armes s'approchent et récupèrent les 21 corps des otages assassinés. Tandis que cette opération se terminait, à la surprise générale, à 13h, des bombes des terroristes explosaient. Les enfants sont éjectés à l'extérieur par le souffle des explosions, sans prendre le temps de mettre leur gilet pare-balles. Les soldats du groupe Alpha, surpris, se précipitent pour sauver ces enfants. Témoignage de première main, bonne source, comme on dit nous dans la presse. Et bien malgré ça, voilà ce qu'on trouve, et dans les backgrounds et dans les journaux. Les familles des victimes réclament à Moscou la vérité sur l'opération de libération montée par les forces spéciales russes qui avaient tourné au massacre. L'assaut des forces de sécurité après 3 jours de négociations avait tourné au massacre. Outre les tués, plus de 700 personnes avaient été blessées. Les autorités avaient monté une opération présentant de graves défauts. Manque d'anticipation, selon la CEDH. J'y reviendrai, c'est la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. La Russie aurait pu empêcher la prise d'otage de Beslan,
car les autorités disposaient, au moins quelques jours avant les faits, de quelques informations précises. Quand on en a parlé à Nice, avec Henri Paul, on nous a dit « J'espère que personne ne nous traînera à la CEDH ». Quant à l'assaut lui-même, si l'utilisation d'une force létale était justifiée, un usage aussi massif d'explosifs et d'armes frappant sans discernement ne peut être considéré comme absolument nécessaire. D'après l'enquête officielle russe, les victimes ont péri au moment de ces explosions. Mais l'enquête indépendante affirme que la plupart des explosifs mis en place dans le gymnase étaient intacts. Alors je peux vous dire que c'est complètement faux, hein, et que de nombreux cadavres de victimes ont été trouvés ailleurs dans l'école, comme s'ils avaient été utilisés comme boucliers humains par des insurgés en fuite. Vous remarquerez les vocabulaires. Un documentaire diffusé la semaine dernière par le journal indépendant Novaya Gazeta. Alors Novaya Gazeta est peut-être indépendant, mais je ne sais pas de qui. Hein. Du gouvernement, c'est sûr. Le but principal était d'éliminer les terroristes, pas de sauver des gens. C'est bien connu. Pas envoyer des gens sauver les mômes qui sont en train de se sauver. Explique le documentaire. Les verbes en presse, c'est important. Les gentils, ils expliquent, ils donnent à savoir. Les méchants, ils affirment. En lisant, faites bien attention. Donc le documentaire accuse les autorités d'avoir fourni de fausses informations publiques pendant le siège et refusé de négocier avec le leader séparatiste tchétchène Asla Maskratov. Alors là aussi, et vous le retrouverez notamment dans ce film auquel j'ai fait allusion, que vous trouvez sur internet quand vous tapez Beslan, recommandé par Le Monde, qui vous explique que ce sont des terroristes tchétchènes, pardon, ils ne sont pas terroristes, des combattants tchétchènes, dans le film, qui... alors, le Tchétchène était bien vu jusqu'à présent, bon là, depuis Dijon, un peu moins, puisque, là aussi, pour Tchétchènes, d'ailleurs, se retrouvent dans un certain... Bon, les Tchétchènes sont nommés comme Tchétchènes, mais ils affrontent des jeunes des quartiers. On ne sait pas qui. C'est assez intéressant aussi, ça. Mais enfin, à l'époque, donc, les Tchétchènes, dans ce film, ce sont des gentils, et il se trouve que ce ne sont pas des Tchétchènes. Et qu'il se trouve que ce ne sont pas des Tchétchènes qui réclamaient l'indépendance de la Tchétchénie, comme le prétend ce film et comme le prétend une grande partie de la presse occidentale. Il se trouve que ce sont des Ingouches. Alors je vais vous faire grâce des explications, mais je peux vous dire que c'est fondamental, parce que les Ingouches et les Ossètes, donc ceux qui habitent Beslan, Vladikavkaz, l'Ossétie, l'Alania, ont un contentieux qui remonte à peu près au XVIIe siècle, mais qui en tout cas est devenu très important après la Révolution de 17 et après 1944 et 1956, quand les Ingouches ont été déportés avec les Tchétchènes en 1944 par Staline pour cause de collaboration ou de conduite ambiguë avec les nazis, l'occupation, les occupants allemands. Que ce soit justifié ou pas, le fait est qu'ils ont été déportés en Asie centrale, ils sont revenus en 1956, entre-temps, les Ossètes avaient occupé des maisons, et bien évidemment, ça n'a pas arrangé les choses. Encore aujourd'hui, l'aéroport, qui se trouve tout près de Beslan, qui dessert aussi bien l'Ingouchie que l'Ossétie, il y a un vol l'après-midi pour les Ingouches et le matin pour les Ossètes. C'est vous dire l'amitié entre les deux et les contentieux qui peuvent exister, et il est bien évident qu'en choisissant des Ingouches pour aller massacrer des enfants ossètes, on ne faisait pas les choses au hasard. Compte tenu, bien évidemment aussi, d'une certaine morale et de certaines habitudes du Caucase, où la dette de sang est quelque chose d'important. On espérait donc que les Ossètes allaient se venger. Je continue dans ce qu'on lit dans nos gazettes. Malheureusement, la Russie aurait pu empêcher l'attaque et a fait preuve de graves défaillances dans la gestion de la prise d'otages. Ça, c'est vrai qu'elle a fait preuve de défaillance dans la gestion de la prise d'otages, mais je pense qu'il n'y a pas que la Russie qui, dans ce genre de circonstances, dans une ville de province, aurait pu faire preuve de défaillance.
Le 1er septembre 2004, un commando tchétchène, les Ingouches, prend le contrôle de l'école de Beslan. Après 52 heures de calvaire, une double explosion à l'intérieur du gymnase de l'école sème la panique et pousse les forces spéciales russes à donner l'assaut dans un chaos total en utilisant des armes lourdes sans que les évacuations des blessés n'aient été préparées. Là, il y a déjà un progrès, ça pousse les forces russes, je ne sais pas quelle autre force il pourrait y avoir, à donc donner l'assaut. Mais à donner l'assaut. Et pourtant, justement, la fameuse CEDH, eh bien, qu'est-ce qu'elle raconte? Ben, c'est intéressant, parce que au cours de cette prise d'otage, des explosions, un incendie, une intervention armée, explosion, incendie, intervention armée. On fait plus de 330 morts, dont plus de 180 enfants, et 750 blessés. L'affaire a été portée devant la cour par 409 ressortissants russes qui alléguaient que la réaction d'État russe à l'attaque avait été entachée de plusieurs défaillances. Ça, c'est l'attendu du tribunal, hein. Nous sommes dans un langage juridique. Alors déjà qu'il y ait 409 ressortissants russes qui ont pu s'adresser à la CEDH, c'est quand même étrange dans la dictature horrible qui nous est décrite de la Russie. Hein. Et apparemment, ils n'ont pas eu trop de problèmes, ces 409 ressortissants. Au contraire, ils ont reçu des sous. En raison d'un manquement à prendre des mesures préventives, sont accusés les autorités russes. Il y a eu violation du volet procédural de l'article 2, au motif principalement que l'enquête n'a pas permis de déterminer si l'usage de la force fait par les agents de l'État était justifié compte tenu des circonstances. L'équipe en charge de l'opération ne disposait pas d'une structure de commandement officielle. Il faudrait savoir, il y a un assaut, en général, bon bref. Ce qui a donné lieu à de graves défauts dans le processus décisionnel et la coordination avec les autres services compétents. L'usage fait par les forces de sécurité de la force létale a emporté violation de l'article 2. En l'absence de règles juridiques adéquates, les forces de sécurité ont utilisé sur l'école des armes puissantes telles qu'un canon d'assaut, des lance-grenades, des lance-flammes, faisant ainsi des victimes supplémentaires parmi les otages. On oublie simplement de dire que des otages, à l'heure où ont été utilisés des lance-flammes et des canons, il n'y en avait plus. Parce que ça s'est fait vers 16h30, 17h. Mais ça a beaucoup été repris, notamment par certaines associations de solidarité avec la lutte du peuple tchétchène et patati patata, qui nous ont beaucoup servi ce genre de choses. Et pourtant, la même CEDH, donc qui nous a expliqué que c'était des explosions et une intervention armée qui a fait les morts. Et bien quand elle décrit les faits, au petit matin du 1er septembre 2004, plus de 30 terroristes lourdement armés traversèrent la frontière administrative qui sépare l'Ingouchie de l'Ossétie du Nord. À 9h, la cérémonie de rentrée scolaire commença dans la cour de l'école numéro 1 de Beslan. Quelques minutes plus tard, les terroristes encerclèrent les participants à la cérémonie et les rassemblèrent, plus de 1100 personnes, dont environ 800 enfants, dans le gymnase d'école. Ils transformèrent l'établissement en place forte et minèrent le gymnase. Ils exécutèrent plusieurs otages. Hein? Mais je croyais que c'était que la force d'intervention qui avait tué des otages. Oh là, la CEDH quand même. Hein. Enfin bon, au moins le compte-rendu, lui, est intéressant. Et ça serait bien que notre presse le lise. C'est la deuxième page, hein, c'est du communiqué de la CEDH, pas très dur à lire. Hein. Ils exécutèrent plusieurs otages, refusèrent toutes les propositions visant à améliorer la situation des otages. Il y a notamment l'ancien président Ingouche, Aouchev, qui est venu, qui a essayé de faire libérer des enfants. Il en a fait libérer 2 ou 3. Et à partir du 2 septembre, refusèrent même de laisser leurs victimes boire de l'eau. Les forces de sécurité encerclèrent les lieux, un centre de l'opération et la négociation avec les terroristes, lesquels posaient des revendications politiques. À noter que les revendications politiques en question, il n'y était question de la Tchétchénie que d'assez loin
Il demandait notamment que leur soit livré un ancien président ingouche auquel il reprochait un accord avec les Ossètes sur des histoires justement de maisons qui n'avaient pas été reprises après 56, etc., etc. Donc vous voyez, là aussi, il y a quand même quelques imprécisions, disons. Le 3 septembre à 13 h, 2 puissantes explosions retentirent dans le gymnase. Certains otages essayant de s'enfuir par le trou que ces explosions avaient fait dans le mur, les terroristes firent feu sur eux, ce qui déclencha un échange de tirs avec les forces de sécurité, C'est pas un assaut, hein. Celles-ci reçurent alors l'ordre d'investir le bâtiment, comme je l'ai dit, 24 ou 26 minutes plus tard. Ceux qui ont déposé plainte à la CEDH, c'est le EHRASC, c'est le Memorial Human Rights Center, et le second, c'est des avocats inscrits au barreau de Moscou. Là aussi, pour un État dictatorial, c'est quand même pas mal, quoi. Un enjeu international qui explique la polémique et les désinformations autour du déroulement de l'affaire elle-même. Pourquoi? Eh bien parce qu'on espérait bien, effectivement, pour ceux qui ont organisé l'affaire, et il y a quand même des éléments qui parlent de sources de financement saoudiennes et d'organisation par certains services occidentaux, qui espéraient bien jouer sur cette rivalité, ces haines anciennes entre Ossètes et Ingouches, qui espéraient bien qu'ils s'étaient fait la guerre en 92, ne l'oublions pas. C'est très peu connu, parce qu'en même temps, il y a eu la Maison Blanche à Moscou. La Maison Blanche de Moscou, hein, pas celle de Washington. Eh bien, cette guerre, elle a fait 700 morts. Ça a duré 5 jours, et les Ossètes et les Ingouches se sont tapés dessus très sérieusement. C'était donc pas par hasard qu'on choisissait des Ingouches pour se lancer dans cette affaire, et on comptait bien que les Ossètes, selon la loi caucasienne du prix du sang, allaient se venger, allaient attaquer les Ingouches, les Tchétchènes pourraient s'en mêler, tout ça c'est voisin, hein, c'est l'Ossétie, l'Ingouchie, la Tchétchénie. Et puis la Kabardino-Balkarie, on aurait pu en mêler dans l'histoire, et n'oublions pas la rivalité entre les Ossètes et les Géorgiens, pour tout compliquer. Et là, le maelstrom qui allait en résulter pouvait permettre à une force internationale de venir se mêler des choses et petit à petit de détacher le Caucase de la Russie. Voilà la portée et la monstruosité de ces actes perpétrés. Beslan a marqué une nouvelle étape dans la pratique terroriste qui marque malheureusement le début du XXIe siècle, commencé sous le signe de l'effondrement aérien des Twin Towers de New York. Merci à vous.